ne pas être parti justement. Et là, comme promis, nous allons faire ensemble le tour de la Terre sur l'équateur penché. Et pour cela, il faut que je mette en marche mon petit bazar, en espérant que la pile ne sera pas... Voilà, ça marche. Donc la révélation des pyramides, deuxième partie, l'équateur penché. En 218 avant notre ère, Antipater de Sidon classe la Grande Pyramide au premier rang des 7 merveilles, mais à la même époque, Agatharcide de Cnide, géographe et précepteur des enfants du roi Ptolémée, pharaon en fait, grec d'origine, macédonien plus exactement, eh bien, il affirme que la Grande Pyramide intègre des unités de mesure géographique. On le sait déjà puisqu'on a trouvé le mètre. On a trouvé pi qui est un modèle, si je puis dire, qui permet d'avoir le dimensionnement de la Terre. Ça veut dire qu'on savait que c'était une sphère ou au moins un géoïde. En 1799, l'équipée napoléonienne, 153 savants de haut niveau, menée par François-Edmé Jomard, polytechnicien, s'aperçoit que lorsque on porte sur un plan cette partie-là, c'est-à-dire le delta, eh bien, on s'aperçoit que ça entre exactement dans le cadran, le quart d'un cercle, dont les côtés sont figurés par les arêtes de la Grande Pyramide. Très précisément, vous voyez le dessin. Donc ça, évidemment, c'est un aspect supplémentaire qui ne se voit pas en regardant simplement la Grande Pyramide, mais en regardant autour. C'est ce qu'ils vont faire à partir de cette époque, se questionner sur... Voilà. Ils disent en introduction à la description de l'Égypte, placée entre l'Asie et l'Afrique et communiquant facilement avec l'Europe, l'Égypte était le centre de l'ancien monde. Le même polytechnicien, Jomard, il dit « Le périmètre de la base de la pyramide faisait une demi-minute du degré propre à l'Égypte. » Ça sous-entend immédiatement que les gens non seulement faisaient des bases de la métrologie, mais savaient calculer des positionnements sur une sphère approximative, puisque la Terre est une sphère approximative. Une demi-minute, ça veut dire que déjà, lors de la conception, on savait que la Terre avait cette forme et ces dimensions. Et par conséquent, ça vient à l'évidence appuyer l'idée que le mètre était connu. Donc, dans différents ouvrages, notamment d'astronomes, on s'aperçoit que l'Égypte, en effet, dans une projection de type particulier, c'est une projection, comment on appelle ça? Projection de Mercator. C'est pourquoi on voit ici très souvent un immense continent antarctique. En réalité, c'est que tout est parallèle ici alors que c'est sphérique. Quand on a cette projection, qui est la première du point de vue géométrique par la facilité avec laquelle on travaille, on voit qu'en effet l'Égypte est au milieu des terres. La quantité de terres viables ici est la même que celle d'ici, celle-là et celle-là, malgré les apparences. Parce que tout n'est pas viable, notamment cette grande partie-là est assez difficile. Donc premier point. Deuxième point, c'est l'abbé Moreux. Théophile Moreux était en même temps astronome à l'observatoire de Bourges. Il était aussi un personnage qui écrivait beaucoup sur la science et sur les traditions. Il dit « Menons une parallèle par le 30e degré de latitude nord. Que constatons-nous? Un examen, même superficiel, nous montre que ce cercle tracé autour de la Terre est celui qui renferme le plus d'étendue continentale. » Donc on voit que c'est séparé en 4 zones à peu près égales où l'on peut vivre. Et en plus, ce parallèle, c'est celui qui traverse le plus d'étendue continentale. Et c'est précisément sur ce parallèle qu'est construite la Grande Pyramide. Il dit en plus, si l'on calcule exactement l'étendue des terres que l'homme peut habiter, il se trouve que ce fameux méridien les partage en 2 positions. C'est-à-dire non seulement la ligne horizontale, mais la ligne verticale ont des incidences sur le paysage terrestre et dans les mathématiques. Ce qui signifie, pour résumer, qu'il y a plus de surface de terre à la fois dans son méridien et sa latitude que dans aucun autre méridien ou latitude du globe. Ainsi, ce méridien, comme il le dit, est le seul qui soit fondé sur la nature des choses et par conséquent qui est une véritable raison d'être. Maintenant, il y a un rapport extrêmement étroit avec le site de Gizeh, ici, qui est à 30 degrés de l'équateur, et la coudée. Regardez, si on a, au lieu d'avoir un cercle de 1 de diamètre, on a un cercle de 2 de diamètre, le site de Gizeh est en une relation analogique avec ce 12e de cercle-là. Et là, on parle d'un zodiaque sans le citer. Regardez, arc de 30 degrés, c'est ça, égale 0,5236. Si ça vaut 1. Mais il faut le convertir en mètres pour que ça vaille une coudée. On fait le calcul, rayon par 314, 159, égale périmètre, etc., divisé par 12. On l'a vu, on sait. On fait la même chose, et là, c'est le mystère numéro 2 qui s'impose.
L'arc de 30 degrés, il fait 3339,626. Alors ça, ce sont des dimensions que je prends comme tout le monde sur Wikipédia. Hein. Mais vous pouvez les calculer par vous-même et aller les vérifier. C'est-à-dire 40 075, 517 km divisé par 360 multiplié par 30, c'est la valeur en kilomètres de cela. 3339,626. Or, la valeur en coudées de ces 3339, c'est 6 378 201 coudées. Regardez le rayon. Le jeu des correspondances numériques se trouve également ici. La valeur en kilomètres, si on efface la virgule, est quasiment la même à 15 coudées ou 15 km près que le rayon. Donc cette relation, qui n'est toujours pas connue et enseignée, il y a mieux que cela, puisqu'on voit qu'il y a une relation avec le globe, une relation donc géographico-mathématique. On trouve que l'astronome à l'Observatoire Royal, Charles Piazzi-Smith, alors lui, il faut dire qu'il s'est fait bien esquinter par la critique parce qu'il était croyant. Et il dit, un édifice comme ça, il n'y a qu'un Dieu qui puisse faire cela. Donc on l'a massacré, assassiné, politiquement, culturellement, sociologiquement, etc. Bon, parce qu'il a dit aussi des choses intéressantes, il est normal de le réhabiliter. S'il avait voulu que les hommes, c'est-à-dire le concepteur, voient le pôle céleste depuis la base de la pyramide, la grande, à une hauteur de 30 degrés, c'est-à-dire le lien entre l'équateur et lui-même, le concepteur initial aurait dû prendre en compte la réfraction de l'atmosphère et ériger le monument non pas à 30 degrés, mais à 29 degrés, 58 minutes, 22 secondes. C'est exactement le cas. Donc on peut supposer que ces gens-là avaient une idée du fait qu'il y avait une réfraction atmosphérique et que les rayons lumineux étaient légèrement modifiés dans leur trajectoire. C'est ce qui apparaît. Donc pour résumer, on dit un observateur placé à l'entrée nord de la Grande Pyramide peut voir précisément l'étoile polaire à une hauteur de 30 degrés sans avoir rectifié son observation à cause de la réfraction de l'atmosphère. Quel que soit le temps, il a toujours raison. Donc, pour continuer, la Grande Pyramide est aux proportions de la Terre. En effet, la hauteur de la pyramide sur son socle, c'est-à-dire le radier, fait 281 coudées, soit 147 mètres 149. Et si on multiplie, et là on voit des dimensions multipliées par des temps, 43 200, c'est le nombre de secondes dans une demi-journée. L'espace-temps est en train de s'installer tout seul. Eh bien, on fait cette opération et le résultat, c'est 6356,836 km, qui est égal au diamètre polaire moyen, c'est-à-dire ce diamètre-là, qui est plus court que celui-là. Ça marche? Périmètre de la pyramide avec son socle, 1772 coudées, c'est-à-dire 927 mètres 680, multiplié encore par le nombre de secondes en 12 heures, égale 40 075 776 km, c'est-à-dire le périmètre équatorial moyen. Donc là, il n'y a pas de problème, cette grande pyramide est une représentation géométrique, une maquette, mais avec des angles et non pas une demi-sphère, de notre planète. Et pour cela, on a multiplié des dimensions par des temps. Ça sous-entend qu'on sait déjà que la planète, elle, tourne sur elle-même en un temps donné et qu'elle parcourt quelque chose si on pose un point, c'est ce qu'on va remarquer. Mais avant cela, on s'aperçoit que si on prend la projection de la coupe méridienne de la Grande Pyramide sur le globe terrestre en ayant les dimensions du globe terrestre, l'arc ABC sera égal à 23 038 km 40, c'est-à-dire 230,384 mètres de la base en mètres de la Grande Pyramide, multiplié par 1000. Donc ces choses-là, c'est assez délirant. Le résultat ici, AC, c'est plus ou moins 153, parce que là, c'est un peu plus court, cette partie-là, que celle-là. Peu importe. Mais on voit quand même que la hauteur du triangle multiplié par π égale le diamètre du cercle terrestre. Hauteur du triangle multiplié par π égale diamètre du cercle terrestre. Toutes ces coordonnées, si je puis dire, répétées, répétitives, sont l'indice d'un mystère qui nous dépasse très amplement. Ça sous-entend que la Terre pourrait être faite aux dimensions de la Grande Pyramide plutôt que l'inverse. C'est ça le problème qui se pose. Donc les gens qui parlent extraterrestres, ils ont intérêt à être très savants, très puissants, les extraterrestres, parce qu'auquel cas, faire un homme dans ces conditions de puissance, c'est très peu de choses. Donc les données fournies par l'édifice pyramidal tentent à démontrer que ces concepteurs et constructeurs avaient une connaissance approfondie des dimensions de notre planète, de ses irrégularités géométriques, de sa vitesse de rotation et de sa vitesse de translation. Vitesse de rotation, c'est sur elle-même, de translation, c'est autour du Soleil. C'est pour ça que, par intuition, j'ai déposé un point sur l'équateur, j'ai calculé combien de
temps il lui fallait, quel parcours il fallait, comment dire, il pouvait parcourir en une seconde. Distance parcourue par un point sur l'équateur indiqué par la grande pyramide. Et là on est dans le monde physique, le rapport spatio-temporel. Périmètre équatorial moyen de la Terre, 40 075 778. Vous avez vu le chiffre tout à l'heure, c'est à 2 mètres près la valeur précédente. Durée du jour en secondes, 24 heures multipliées par 60 minutes par 60 secondes, 86 400. Un point posé sur l'équateur parcourt donc 40 075 divisé par 1 égale 463 mètres 840. Divisé par 2, 231 920 mètres. C'est le côté de la pyramide avec son socle, égal à 443. Regardez ces deux nombres, sont proches à 3 cm près. Donc ces choses-là sont bizarres. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'on avait des bouquins, par exemple celui-là, en 1780, je l'ai trouvé, si vous avez de la chance encore, vous le trouverez sur Google Book. Il faut chercher longtemps, mais vous le trouverez. Donc le livre, ça c'est simplement le titre, hein, là c'était le joueur de trombone. Titre d'un livre d'Alexis Jean-Pierre Pocton, mathématicien et correspondant de l'Institut. Métrologie ou traité des mesures, poids et monnaie des anciens peuples, où l'on traite de l'utilité des étalons inaltérables pris dans la nature, le mètre, de l'avantage d'une mesure universelle, du calcul décimal. On fait voir qu'une mesure universelle prise dans celle d'un degré de méridien ne serait pas moins parfaite que celle qu'on réglerait sur la longueur d'un pendule à seconde. Donc on est dans un monde physique, un monde géophysique, un monde mathématique et métrologique, mais personne ne s'y retrouve. Et on prouve que les anciens avaient un étalon naturel de mesure pris dans la grandeur du degré de méridien, et que dès les temps les plus reculés, avant la fondation de Ninive, de Babylone et des pyramides d'Égypte, la circonférence de la Terre avait été mesurée aussi exactement qu'elle l'a été dans ce siècle. On était en 1780, on ne parlait pas d'extraterrestres, de soucoupes volantes, d'Atlante, etc. C'était vraiment indépendant de tout cela. De nos jours, on nous fait la guerre avec ça. Maintenant, le voyage peut commencer. Nous avons fait l'introduction au sujet. C'est l'équateur penché que vous allez découvrir. La polarité, c'est la science de base qui nous est enseignée par la Grande Pyramide et tout ce qui va autour. Pardon. Ainsi, si vous avez entendu dire tout à l'heure que l'Égypte et le plateau de Gizeh, c'est le point central des terres émergées, j'ai pensé que par polarité, il fallait que je recherche le point le plus isolé. Et je l'ai trouvé ici, c'est-à-dire chez ma femme, l'île de Pâques. Elle est chilienne, le Chili étant ici, il est propriétaire, la France ayant été en propriété de l'île de Pâques, mais n'en a rien fait, à part quelques massacres. Voilà. Et curieusement, j'ai tendu un trait ici et j'ai calculé la dimension de ce trait compte tenu du bourrelet équatorial, de la déformation, etc. Et le résultat est quand même des plus intrigants. Regardez, ce point-là, déjà, il est à 30 degrés, on l'a vu, puisque c'est la distance ici, et c'est le retournement en quelque sorte. C'est quoi ça? Ça s'appelle comment ça? Le théorème de Thalès. Bon, alterne, interne, etc., complémentaire, on s'en fiche. Regardez, curieusement, si on trace une droite, alors ça s'appelle une droite quand c'est mis comme ça, mais en réalité ça s'appelle une géodésique. C'est plus subtil. Voilà, c'est une courbe qu'on voit par-dessus donc les droites. On trace une droite entre le point le plus central et le point le plus isolé de la Terre. Ça s'inscrit sur un équateur penché à 30 degrés, parce que ça, cette distance-là, c'est 16 180 km. Savoir le nombre d'or multiplié par la valeur du quart du méridien terrestre, soit 10 000 km. Donc le mystère, c'est ça. Mais quand on prolonge ça, on a un équateur d'un peu plus de 40 000 km aussi. Donc on a deux équateurs, l'un qui est celui-ci, qui est en rapport avec l'axe de rotation de la Terre, et celui-là, dont on va découvrir qu'il est en relation avec la zone dite géomagnétique, c'est-à-dire le point polaire magnétique de la Terre en relation avec le Soleil. Grosse peur pour ma part, j'ai failli en tomber de ma chaise, parce que je dis, mais ces gens-là, ils ne peuvent pas trouver le pôle géomagnétique. Ça ne se voit pas, ça ne se calcule pas, il faut avoir des outils pour cela, des instruments d'électrique, d'électronique. Voilà, le magnétisme terrestre. Bon, bah d'accord. D'autant plus que c'est un point qui se promène. Alors, depuis les années 50, on a fait des mesures, on s'était aperçu qu'il était de plus en plus erratique la promenade de ce point-là, central, puisque c'est une zone en réalité. Mais non seulement ça, mais il est de plus en plus rapide. Les années précédant le film, c'est-à-dire jusqu'à 2010, la vitesse moyenne, c'était entre 40 et 60 km de déplacement par an. Maintenant, on en est à 260. Donc ce que j'ai dit dans le film, pour ceux qui le connaissent, savent que c'est une menace que j'ai dénoncée. Et je l'ai dénoncée avant même le film. J'en ai parlé avec le réalisateur au moment où on a eu l'escroc
Je dis, on va devoir s'orienter sur le deuxième opus et le concaténer avec le premier, sinon il va tout voler, il va tout arrêter. Voilà. Donc j'ai fait savoir cette menace parce que on le voit. Vous êtes ici au soleil, il fait bon. À Paris, on a eu des orages toute la semaine, mais des orages très violents. Lundi dernier, toute la matinée, c'était noir comme ça. Voilà. On ne savait pas pourquoi c'était. Voilà. C'était assez inquiétant, et c'est comme ça désormais. Dans toutes les régions du monde, on a des choses qui changent, des dérèglements météorologiques, atmosphériques, etc. Il y a de plus en plus d'ouragans inattendus. Vous avez vu en Côte d'Or, 70 maisons mises par terre, etc. Un mort, enfin bon, des choses comme ça, inattendues, anormales. C'est ce que je dis qu'il se produit parce qu'il y a des changements de régime cycliques et ils nous ont avertis de cela. C'est pourquoi je vous indique, allez voir ce film. Donc je résume, la ligne qui va d'ici à là fait 16 180 km, c'est-à-dire le nombre d'or, 618, multiplié par la valeur du quart du périmètre de la Terre, et en plus 30 degrés on l'a vu. Donc toutes ces choses-là sont singulières et fortes. Vous notez donc qu'entre le point nord géographique, qui est l'axe de rotation de la Terre, figuré, et le nord géomagnétique, il y a une moyenne de 30 degrés. Maintenant, ça s'est déplacé, ça a tendance à aller du côté de l'ex-URSS, ici. Et ça pose problème parce qu'on ne sait pas interpréter ces choses-là. Mais ça, c'est leur problème à eux. L'autre problème qui se trouve et qui va être exposé dans le plus 2, c'est que cette île, elle a des qualités géométriques, elle aussi. Si on prend de l'extérieur, ces dimensions sont 16 km et 18. Et vous voyez s'inscrire 16 et 18, c'est-à-dire le nombre d'heures. Ici, il y a 24 qui est le nombre d'heures pour faire un tour sur soi-même pour la planète. Ça veut dire on avait ici le nombre d'heures, là on a pi, puisque c'est en relation avec le cercle. Donc on a ces choses-là. Regardez la structure même de ces nombres. 2 fois 2 multiplié par 4, 3 fois 3 multiplié par 2, 3 fois 2 multiplié par 4. Le mieux, c'est que la surface de cette île est égale à 161 km 8 carrés. Donc là, c'est une île volcanique. Ces gens-là, sait-on jamais, des humains, on veut bien le croire, sont-ils capables de faire des îles là où c'est les chantes? Parce que lorsqu'on verra tout à l'heure, là, c'est un volcan. Ranokao, et c'est superbe, c'est une caldeira très circulaire. Ici, donc, nous avons le mont Poike, qui est le plus haut de l'île, et de l'autre côté, on a un autre, et les dimensions ici vont vous paraître choquantes elles aussi. Regardez, je les ai données ici. En miles, elles sont égales à 11 pour ici, et à 6,8 pour ici, et pour là. Ça veut dire qu'on a un triangle comment? Isocèle. Il est temps, parce que je dégaine vite. Hein. Donc, isocèle, et on a 11 pour cette partie-là, et 6, c'est-à-dire on mélange un peu, on secoue, on rejette, ça fait le nombre d'or. Alors qu'ici, nous avons, ça c'est pour les maçons, un angle d'angle 108 degrés ici, et 36 de part et d'autre. C'est quoi ça? C'est une partie d'un pentagone. Et c'est là où ça devient gênant, parce que le pentagone, vous allez le voir, c'est la figure qui recèle le plus le nombre d'or. Donc, déjà, on se moque de nous. Regardez comment on extrait le nombre d'or de n'importe quel pentagone. Si dans le pentagone machin, vous appelez ça 1, la dimension suivante sera un 618, et l'autre le carré du précédent. On voit que 1 et phi sont toujours liés. Vous faites la même chose, donc, pour ces dimensions-là, mais vous les faites également en proportion ici. C'est inversé. Voyez ? Et même chose, vous avez la variété, si je puis dire, trigonométrique qui donne les mêmes résultats. On n'en sort pas, c'est une pyramide, cette fois-ci pentagonale avec ces... Et on fait la même chose sur le bord, sur le tour. On a l'angle de 108. Si cette dimension est égale à l'inverse du nombre d'or, celle-là sera égale à 1, celle-là au nombre d'or lui-même. Donc la totalité de la construction de l'étoile maçonnique est sur ce modèle-là. Le pire, c'est que les 108 degrés qu'on a vus, qui sont l'angle le plus ouvert du pentagone, on les retrouve dans l'eau. Regardez, ça, c'est une molécule d'eau. Il y a ici un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Si vous voulez de l'eau, il y a un seul moyen, c'est mettre 2 atomes d'hydrogène et 1 d'oxygène en proportion, et de faire quoi? Pour avoir de l'eau, il faut quoi ajouter? Du feu. Est-ce que quelqu'un a fait de la chimie dans sa vie? Est-ce que l'on trouve dans les équations la marque du feu? Non. La différence est fondamentale entre chimie et alchimie. La vérité, c'est que les alchimistes savent cela. Ils savent que la chose importante est dans le feu et non dans les matériaux.
C'est dans l'intelligence du constructeur que la chose est importante, c'est pas les matériaux, la brique.